Identification de Jihad John, le membre de l'État islamique qui a assassiné plusieurs otages occidentaux sur des vidéos. Il s'agit d'un jeune londonien d'origine koweïtienne parti rejoindre le djihad. Tollé jusqu'au sommet de l'État en France après la visite de 4 parlementaires en Syrie où ils ont rencontré Bachar el-Assad. Aucune justification à un tel acte, dit notamment le président François Hollande. Et puis il sera l'invité exceptionnel du Grand Direct dans environ une demi-heure. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, en pleine campagne électorale avec son parti Israël Beitenu. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Cela faisait des mois que son accent britannique avait été repéré sur les vidéos où il a successivement égorgé plusieurs otages occidentaux. Des vidéos de l'État islamique, une mise en scène macabre. Ce djihadiste vêtu de noir aurait donc finalement été identifié formellement. On le sait désormais qu'il vient de Londres, que sa famille est d'origine koweïtienne et que rien, semble-t-il, ne le prédisposait à devenir le tueur attitré de l'État islamique, si ce n'est peut-être le destin suivi par des milliers d'autres en Europe. On va parler de cette information et puis également de la colère qu'a suscité en France la visite impromptue, non annoncée semble-t-il, de 4 députés et sénateurs vers Damas où ils ont pu s'entretenir hier avec Bachar el-Assad. Est-il devenu fréquentable de nouveau pour l'Occident? Certaines voix en tout cas semblent le dire aujourd'hui. On évoque tout cela dans un instant. تبين بأنها عناصر لبنانية وإيرانية ونوحظ معنا أيضا 3 جثث بأنها يمنية. Daesh crée une tension, y compris dans le pays. Voilà donc pour démarrer cette édition, la situation en Syrie sous plusieurs angles, en Irak également, on va en parler avec vous. Michael Horowitz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en géopolitique. Bonsoir Raphaël Jérusalemi, ancien officier dans le renseignement de l'armée israélienne. Alors, plusieurs informations qui ont été divulguées aujourd'hui. On va commencer par la première qui concerne l'identification donc de ce sinistre personnage qui est apparu dans plusieurs vidéos évidemment où des otages occidentaux étaient égorgés, ce fameux djihadiste dont on avait repéré l'accent britannique très tôt, Michael Horowitz, mais il a fallu plusieurs mois pour qu'on ait son identité complète. Oui, je crois que la news, si vous voulez, dans l'identification de ce Jihadi John, c'est qu'on a mis des mois à savoir qui était ce personnage, qui avait été central dans la propagande de l'État islamique, puisque son accent britannique faisait qu'il rappelait à l'Occident qu'il y a des milliers de combattants européens, enfin en tout cas des centaines de combattants européens dans l'État islamique. Par ailleurs, dernièrement, vous avez eu une vidéo qui copiait l'État islamique, enfin qui avait été faite par l'État islamique en Libye, qui reprenait, si vous voulez, les mêmes caractéristiques avec aussi une version locale de Jihadi John. Ce qui est intéressant dans son profil, c'est plutôt le fait qu'au final, comme vous l'avez mentionné, c'est pas quelqu'un qui est un extrémiste religieux, enfin en tous les cas il est devenu, mais c'est pas quelqu'un qui était parti pour l'être. Et au final, ça résume pas mal, si vous voulez, le profil des combattants étrangers en Syrie, qui ne sont pas forcément des combattants mus par une très forte dose de religiosité, mais plutôt par des motifs beaucoup plus si vous voulez, rationnels qui ont à voir avec la géopolitique plus que la religion. Ouais. Raphaël Jérusalemi, le fait qu'il y ait un nom désormais sur ce meurtrier de plusieurs otages occidentaux, mais il n'est toujours pas localisé en tout cas.
Sur relocaliser, pour rebondir, ce qui rend difficile aujourd'hui l'identification de ces suspects, c'est que l'éventail s'élargit de plus en plus. Et donc, on ne peut plus juste dire c'est un type qui va toutes les semaines à la mosquée ou qui suit un mouvement ou qui a la carte d'un parti. Ça peut être absolument n'importe qui, ce qui rend extrêmement difficile, effectivement, la détection, l'identification de ces personnages. Et de ce fait, il y a un surplus d'informations. Parce que maintenant, c'est le contraire. Dès que quelqu'un prend un billet pour la Turquie, ça devient un problème, même s'il va juste se balader à Istanbul. Donc là, il y a effectivement une difficulté. Le localiser, je pense que, je ne sais pas s'il est à ce point-là important pour que la coalition et les services de renseignement s'occupent de lui. Si on trouve, c'est bien. Si on ne trouve pas, il finira bien par prendre peut-être un missile sur la tête. Je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup d'efforts consacrés à le localiser. Bon, en tout cas, on parlera dans un instant justement de la stratégie de la coalition. Mais d'abord, retour donc sur l'identification de ce personnage qui apparaît donc dans les vidéos où de nombreux otages occidentaux ont été décapités ces derniers mois. C'est avec Maxime Pérez. A US citizen of your country. C'est l'un des bourreaux de l'État islamique. Il est connu comme l'homme masqué à l'accent britannique. L'identité de John le djihadiste a été découverte et publiée par le Washington Post ce jeudi. Mohamed Emwazi, de son vrai nom, est originaire de l'ouest de Londres. Issu d'une famille aisée, il est présenté comme aimant les beaux vêtements. Son parcours n'est donc pas celui d'un loser ou d'un cas social. Le djihadiste est même diplômé en programmation informatique. Bien que fiché par le MI6, les services de renseignement britanniques, ces derniers ont préféré jusqu'ici ne pas divulguer son identité. Il se serait rendu en Syrie en 2012, un an après le début de la guerre civile, pour rejoindre les rangs de l'État islamique d'Irak et du Levant, première appellation du groupe Daesh. Mohamed Emwazi est apparu pour la première fois en août dernier dans la vidéo de décapitation du journaliste américain Steven Sotloff, puis celle de l'assistant humanitaire britannique David Hines. Plus tard, le bourreau djihadiste a refait son apparition lors de l'exécution d'un autre volontaire d'ONG, Alain Hennig, et enfin de l'américain Peter Kassig. Comme Mohamed Emwazi, il serait près de 500 djihadistes d'origine britannique à avoir rejoint Al-Qaïda ou l'organisation de l'État islamique en Irak ou sur le sol syrien. Alors on apprend qu'il a été évidemment fiché, interrogé même par les services de renseignement britanniques, ce qui montre quand même toujours, Raphaël Jérusalemi, le décalage et peut-être le problème qu'ont les Occidentaux à cerner ce type de profil et à empêcher finalement ces gens-là de passer à l'acte. Non, pas tout à fait. Ils arrivent à le cerner. Ils n'ont pas le personnel et les moyens de le surveiller. Parce que cerner, comme ça, il y en a plusieurs centaines, sinon plusieurs milliers. Il n'y a pas de personnel suffisant pour surveiller une personne qui a été ciblée comme ça. Si on a vraiment des doutes très sérieux, il a été cerné avant de prendre son avion. Et donc, il faut à peu près une vingtaine de personnes qui travaillent jour et nuit. C'est-à-dire ceux qui le suivent, c'est 3-4 shifts minimum par jour, ceux qui sont sur les écoutes téléphoniques, etc. etc. Ça demande énormément de moyens pour ce qui est évidemment un terroriste, mais un terroriste qui ne représente pas une menace immédiate sur le sol britannique ou sur le sol national, mais plus qu'il y a une recrue qui va s'en aller à l'étranger. Ce qui est très important dans son profil à lui, c'est justement lorsque les personnes bien pensantes disent qu'il ne faut pas faire d'amalgame. On a toujours à l'esprit l'image des Arabes, des jeunes Arabes des cités, des banlieues parisiennes. On oublie qu'une grande partie de ces terroristes recrutés par Daesh sont des bourgeois, des gens qui ont été à l'université, des gens éduqués. C'est la même chose ici lorsqu'il y a des émeutes palestiniennes dans les territoires. On croit toujours que ce sont juste de pauvres garçons des milieux pauvres. Il y en a bien sûr, sans travail, etc. Mais il y a parmi eux énormément d'étudiants qui étudient même à Haïfa ou Jérusalem. Et ça, c'est très important dans le ciblage, de ne pas se concentrer sur une population cible tellement facile, les jeunes des banlieues. Ouais. Michael Horowitz, sur le fait qu'on n'ait pas réussi peut-être à prévenir ce genre de... Oui, je crois qu'il y a un dilemme aussi pour les services de renseignement. Je suis tout à fait
tout à fait d'accord, il y a un problème de moyens. Vous avez énormément de cibles potentielles pour l'État islamique. Et puis vous avez un dilemme, c'est-à-dire, est-ce qu'on empêche ces gens ou pas d'aller en Syrie? Parce que si vous voulez, lorsque vous les empêchez d'aller en Syrie et en Irak, quelqu'un qui est déjà radicalisé, ça veut dire que vous le gardez sur le territoire français, sur le territoire britannique, et que ce sont des personnes qui sont susceptibles de faire des attentats. Et on l'a vu notamment en France, avec l'attaque à Nice, puisque l'attaque à Nice avait été faite par quelqu'un qui avait tenté de se rendre en Syrie, qui avait été rejeté, qui était revenu en France. Et donc c'est un danger, et étant donné le peu de moyens, les moyens limités qu'ont les renseignements européens, il faut se concentrer sur le retour de ceux qui sont déjà allés en Syrie et le suivi de ceux qui potentiellement pourraient s'y rendre. Et le dernier point, c'est quand même la législation existante dans chaque pays. En France, par exemple, sur le plan légal, vous devez avoir une autorisation juridique pour surveiller cette personne, a fortiori pour l'arrêter. Aujourd'hui, la législation ne permet pas, sur base de certains éléments, d'arrêter une personne et même de la mettre sous écoute téléphonique. Or, évidemment, cette législation est en train d'être changée après Charlie Hebdo. Il y a eu des confiscations de passeports ces jours-ci en France. La législation est en train d'être adaptée à la réalité. Ouais. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de ce qui se passe aussi sur le terrain, donc en Syrie et en Irak. On a vu aujourd'hui que la coalition a ciblé les villages où l'État islamique a enlevé ces derniers jours plus de 200 Assyriens, c'est-à-dire ces chrétiens de Syrie. Ça veut dire que l'État islamique a encore la capacité de prendre l'offensive, on voit, puisqu'il attaque des villages. Il y a encore des combats importants qui se déroulent, Michael Horowitz ? Oui, il y a encore des combats extrêmement importants qui se déroulent, et le destin de l'État islamique n'est pas scellé. Vous avez une victoire qui est une victoire à Kobané, où l'État islamique, après des mois d'offensive, a été forcé de se retirer, mais il faut prendre la mesure de ce que cette victoire a été, c'est-à-dire c'est une victoire qui a pris des mois, des centaines de bombardements, et pour une ville qui, au final, Kobané, est une petite ville, une enclave à la frontière turque, et donc c'est un combat, si vous voulez, qui va prendre du temps. Lorsqu'il s'agira de prendre des villes qui sont autrement conséquentes, comme la ville de Mossoul en Irak, la ville de Raqqa, des Rézour, c'est des villes qui sont stratégiquement et militairement beaucoup plus compliquées à prendre. Et donc, la partie n'est pas finie. Le président américain, d'ailleurs, l'a souligné, nous sommes dans une campagne extrêmement longue et qui ne fait que commencer. Alors, ce qui est important pour ISIS, dans ces enlèvements de civils, il y a deux possibilités. Ou on peut exiger des rançons, donc un financement, les revendre aux familles, et sinon, c'est une nouvelle stratégie qui est en train de se développer, bouclier humain. Donc lorsque la coalition va attaquer une base d'ISIS, ils vont mettre ces civils, ces femmes, ces enfants. C'est connu, la méthode du bouclier humain. Ouais. Alors, il y a eu effectivement de nouvelles exécutions encore d'otages. C'est une stratégie à laquelle, on va dire, s'attache l'État islamique, c'est-à-dire de sans cesse montrer de son pouvoir, finalement, de rétorsion quand il reçoit ces bombardements, et bien d'exécuter en retour des personnes, des civils. Oui, c'est une stratégie qui vise, en fait, à continuer à attirer une minorité à qui ça plaît. Et aussi à jouer sur la fragmentation, si vous voulez, du Moyen-Orient. C'est-à-dire que vous avez un Moyen-Orient qui est extrêmement fragmenté en termes de religion et d'ethnie, et l'État islamique veut continuer à fragmenter ce Moyen-Orient en continuant à s'attaquer aux minorités. Alors, on va vous montrer dans un instant d'ailleurs ces images qui ont été tournées par les djihadistes eux-mêmes, où ils sont vus en train de détruire des objets extrêmement précieux qui se trouvaient dans le musée de Mossoul en Irak. Il s'agit de sculptures datant de la période pré-islamique et qui sont donc considérées comme sans importance par l'État islamique. Mais il s'agit de trésors archéologiques qui sont détruits. On verra les images, on va essayer de vous les montrer dans un instant, parce que c'est évidemment assez terrible de voir ça, parce qu'il y a non seulement une attaque à des personnes, mais aussi à ce qui représente la civilisation et l'histoire de ces pays qu'attaque l'État islamique.
Oui, c'est extrêmement important dans tous les conflits en général. Et au Proche-Orient, ça l'a toujours été. Lorsque la paix a été signée entre Israël et l'Égypte, il y a eu des tractations sans fin entre les deux pays à propos des trésors archéologiques de chaque côté. Nous avions dans le Sinaï, ils ont ramassé quelques belles statues. Et les Égyptiens avaient certaines choses aussi qui appartenaient à l'histoire du peuple hébreu. Et voilà, ces images sont à l'écran justement, et on voit à quelle terrible destruction. Ça c'est la guerre psychologique, c'est détruire l'identité culturelle des ethnies qu'ils combattent. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qui... C'est en général, dans tous les conflits, ça se passe. Il faut ajouter au côté taliban de cette action, le côté, je dirais, Khmer rouge, c'est-à-dire l'an zéro. L'an zéro, c'est la naissance du prophète. Avant ça, il n'y a rien, et après ça, il n'y a rien non plus. Ouais. Et donc, c'est vraiment ce que les Khmer rouges appelaient Year Zero, détruire tout ce qui est culture, tout ce qui est... de la table rase, en fait. Ouais. Voilà. On peut se demander d'ailleurs comment est-ce que ça se fait que, si vous voulez, vous avez un État islamique qui se prône islamique. Ces sculptures, c'est des sculptures qui ont des millénaires, enfin qui ont 1400 ans. L'État islamique, vous l'avez souligné, c'est la politique de la table rase, c'est-à-dire on repart à zéro, on détruit tout ce qui a été entre les fondements de l'islam et aujourd'hui, et c'est le retour vers des fondations fantasmées et qui en fait n'ont rien à voir avec l'islam. Ça montre quand même leur fanatisme, parce qu'ils sont quand même à court de fonds. Ils auraient pu vendre ça sur le marché noir. Ils le font. C'est une décision qu'ils ont prise de publier ces images au lieu de vendre. Oui, parce qu'il y a un trafic aussi. Il y a un trafic qui extrêmement important qui leur permet de se financer. Ouais. Alors vous disiez tout à l'heure aussi, Michael Horowitz, qu'aujourd'hui la stratégie finalement des Kurdes, c'est quoi? C'est d'essayer de couper l'axe Syrie-Irak du califat de l'État islamique, c'est-à-dire d'essayer de séparer en deux ce califat. C'est possible? Oui, c'est possible, puisqu'en fait, vous avez une offensive qui a été lancée il y a quelques mois, qui visait à libérer le mont Sinjar. On en a entendu parler, puisque vous aviez la minorité des Yazidis qui avait été bloquée sur cette montagne pendant des mois. Et, si vous voulez, en plus de libérer ces Yazidis, qui était évidemment un objectif, les Kurdes ont coupé les routes de ravitaillement de l'État islamique. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus une séparation entre le front syrien et le front irakien. C'est quelque chose que l'État islamique veut absolument éviter, puisque l'État islamique, sa puissance de frappe, elle est limitée. L'État islamique est encore capable de, comme vous l'avez dit, de monter des offensives, mais il a besoin de pouvoir être mobile. D'autant plus qu'avec l'absence d'aviation, il a besoin de cette mobilité, il a besoin de pouvoir mobiliser ses forces à la fois d'un côté et de l'autre. Il est de plus en plus, si vous voulez, dans une situation de ce qu'on appelle militairement de stress, c'est-à-dire que vous avez des points de pression un peu partout, et il doit être un peu partout. Et donc, cette offensive kurde, elle est extrêmement importante, parce que si elle réussit, si les Kurdes continuent à couper les routes d'approvisionnement, vous pouvez avoir une séparation claire entre le front irakien et le front syrien, ce qui est militairement un succès, et aussi en matière de, si vous voulez, relations publiques pour l'État islamique, c'était du pain béni de pouvoir dire qu'ils étaient en train de briser les frontières du Moyen-Orient, qu'ils étaient en train de revenir sur les accords Sykes-Picot. Donc c'est quelque chose qui, sur le plan symbolique et sur le plan militaire, est extrêmement important dans la guerre contre l'État islamique. D'où les combats qui vont de la frontière libanaise, aujourd'hui libano-syrienne, jusqu'à l'Irak. Oui, oui. Les Kurdes, malheureusement, ne disposent pas encore d'une force de frappe suffisante. Je pense qu'ils devraient être beaucoup mieux armés, équipés par les pays de la coalition. C'est assez étonnant qu'on ne leur donne pas plus de moyens, surtout qu'ils montrent, qu'ils font leurs preuves sur le terrain. Bon, il y a derrière, malheureusement, toute la politique. Les Kurdes ne se battent pas
uniquement contre ISIS. Les Kurdes préparent le Kurdistan. Voilà, et donc il y a la Turquie aussi qui voit pas ça évidemment d'un très bon œil. Alors, je voudrais qu'on évoque aussi une autre polémique liée à l'actualité syrienne, c'est cette visite impromptue de 4 parlementaires français de droite et de gauche qui ont pu s'entretenir avec Bachar el-Assad hier, ce qui a été évidemment très peu apprécié à Paris. On en parle tout de suite avec David Klezewski. L'initiative était bipartisane et elle s'est attirée les foudres de nombreux hommes politiques de droite comme de gauche. Pour la première fois depuis 2012, une délégation parlementaire française a rencontré hier de hauts responsables syriens, et pas n'importe lesquels, parmi eux Bachar el-Assad. En déplacement à Manille, le chef de l'État dénonce cette visite. Je la condamne parce qu'il s'agit d'une rencontre entre des parlementaires français qui n'ont été mandatés que par eux-mêmes, avec un dictateur qui est à l'origine d'une des plus graves guerres civiles de ces dernières années, qui a fait 200 000 morts. Peu avant, le Premier ministre Manuel Valls évoque une faute morale et un mauvais exercice de la souveraineté nationale. Ils ne sont pas allés rencontrer n'importe qui. Ils sont allés rencontrer Bachar el-Assad, responsable de plusieurs dizaines de milliers de morts. C'est une faute, et c'est une faute morale. Les parlementaires représentent la souveraineté nationale, représentent ce qu'est ce pays. Et que les parlementaires aient ainsi, sans crier gare, rencontré un boucher, non, ça je crois que c'est une faute morale. Le député PS Gérard Bapt, membre de la délégation, a pourtant expliqué que des conseillers du Quai d'Orsay et de l'Élysée avaient été prévenus et qu'il ne rencontrerait pas lui-même Bachar el-Assad. Mais il est aujourd'hui menacé de sanctions par son parti. À droite, Nicolas Sarkozy n'envisage pas de sanctions à l'encontre du député UMP Jacques Millard, qualifié comme les autres de Gugus par l'ancien président. Créer une tension, y compris dans notre pays. Les 3 autres membres de cette délégation très privée se sont justifiés aujourd'hui. Si on veut mettre un terme à la guerre civile, on parle avec des gens avec qui on n'est pas d'accord et Bachar el-Assad sera partie prenante du règlement de ce conflit. Les 4 parlementaires ont aussi reçu le soutien de l'ancien Premier ministre François Fillon pour qui il faut écouter toutes les parties au conflit. Selon la presse libanaise, la petite délégation a aussi rencontré des responsables du mouvement terroriste chiite Hezbollah, principal soutien de Bachar el-Assad. Une seconde rencontre qui, elle, n'a pas fait l'objet de polémiques aujourd'hui. Alors, c'est grave ou pas aujourd'hui que des députés français aillent voir Bachar el-Assad, le Hezbollah peut-être aussi? Vous trouvez que c'est quelque chose de condamnable? C'est une évolution peut-être de la position des Occidentaux? C'est une évolution de la position de beaucoup de dirigeants et du fait accompli, si vous voulez, que Bachar el-Assad, après plus de 3 ans de guerre, est encore maître d'une partie de la Syrie parce qu'il a joué, si vous voulez, une partie dès le début qui était une partie qui visait à maintenir le contrôle en fait sur une partie très limitée du territoire syrien, une partie qui s'étend du port de Latakia, qui sert de point d'entrée au matériel militaire syrien, notamment en provenance de Russie, jusqu'à la frontière libanaise et la région de Damas. C'est une stratégie qui paye, c'est une stratégie de survie, pas une stratégie d'expansion. Et donc, si vous voulez, il faut faire une différence entre parler avec le régime de Bachar el-Assad et s'allier avec le régime de Bachar el-Assad. Si vous regardez une potentielle alliance avec le régime de Bachar el-Assad, je vous passe le coup moral de s'allier avec un dictateur qui n'a pas hésité à gazer et à bombarder sa population. Le bénéfice, c'est une armée syrienne qui est le fantôme de ce qu'elle était il y a 3 ans, une armée syrienne qui est sous perfusion, avec le Hezbollah, l'Iran, des milices afghanes que l'Iran ramène en Syrie. Et donc, si vous voulez, on critique souvent l'alliance avec Bachar el-Assad sur le côté du coup moral, mais le bénéfice, il est aussi assez discutable, en fait. Ouais. En fait, Jérusalem. Bon, les 4 parlementaires sont libres. Au moins, ça montre que pas tous les Français qui prennent l'avion pour Damas rejoignent ISIS. Il y en a qui vont voir Bachar el-Assad. Il serait passé par Bagdad. C'est un changement rafraîchissant. Ouais. Je pense que leur visite est tout à fait risible, inutile. Mais est-ce que l'Occident ne s'est pas trompé sur Bachar el-Assad? Est-ce que finalement, aujourd'hui, ils ne se disent pas, mais peut-être qu'on a eu tort depuis le début, puisque voilà à quoi ça a mené. L'Occident a plusieurs problèmes avec Bachar el-Assad. D'un côté, bon, tout le monde est d'accord, c'est un dictateur horrible. D'un autre côté, surtout pour les Israéliens, il y a le danger de l'axe
Iran, Syrie, Liban, l'axe chiite extrêmement dangereux pour nous, dont la Syrie est la maille importante. Mais de l'autre côté, il y a les risques en face. Alors l'un des risques principaux en face, c'est l'armement, surtout non conventionnel, justement, chimique de Bachar el-Assad, la crainte qu'il tombe dans les mains d'ISIS ou d'autres armées rebelles qui ne sont pas plus tendres que lui. Ça, c'est un grand, grand danger. Il a utilisé cet armement chimique contre ces populations à lui, mais il n'a jamais utilisé contre Israël ou contre un ennemi. Ça ne serait pas tout à fait le cas si c'était aux mains d'ISIS. On prétend qu'ISIS, d'ailleurs, aurait mis la main sur des armements chimiques. Et puis, il y a l'après. Parce qu'un jour, tout ça va prendre fin, enfin, on l'espère. Il y aura un après. Et comme on le voit dans le reste de cette région, surtout en Irak, l'après, on ne va pas envoyer des casques bleus, on ne va pas mettre l'OTAN, et on compte sur les armées locales. Et l'armée syrienne, bien qu'affaiblie, et le gouvernement syrien, bien qu'affaibli, sont encore les meilleurs candidats sur le plan de la capacité de faire respecter quelque accord que ce soit qui pourrait être signé avec les rebelles. D'ailleurs, les rebelles eux-mêmes sont revenus sur leur exigence qu'Assad démissionne avant d'entreprendre des pourparlers. Hier ou avant-hier, ils ont annoncé qu'ils n'exigeaient plus la démission sine qua non donc d'Assad, parce qu'ils aussi se rendent compte de cette histoire de l'après qui est extrêmement importante. Reste évidemment le grand dernier enjeu, la guerre froide entre les Américains et les Russes, l'Europe et les Russes, parce que là, les Russes, la Syrie pour eux, c'est le point fort du Proche-Orient. C'est là qu'ils ont mis le pied au Proche-Orient. Ouais. Donc il y a une évolution quand même sur Assad ? Il y a une évolution, mais si vous voulez, moi je trouve que c'est extrêmement dangereux. Ouais. Parce qu'il faut sortir un peu du cadre syrien. La partie qui se joue, la partie d'échec qui se joue contre l'État islamique, c'est une partie qui ne se limite pas à la Syrie. C'est une partie qui est jouée au niveau du Moyen-Orient, voire au niveau global. Oui, on voit la Libye et la Tunisie aujourd'hui. La Libye, la Tunisie, vous avez des allégeances aussi même en Extrême-Orient. En Afghanistan, vous avez quelques groupes, enfin c'est naissant, vous avez quelques groupes qui ont plaidé allégeance à l'État islamique. Et l'État islamique a toujours recruté sur cette idée que Assad était l'extension d'une alliance fantasmée entre les croisés, les sionistes, etc. Et donc, si vous voulez, il faut faire attention de ne pas favoriser des solutions qui sont au final assez préfabriquées et qui vont au final être extrêmement dangereuse sur d'autres terrains. Merci à tous les deux, Michael Horowitz, Raphaël Jérusalemi. Voilà donc pour cette situation en Syrie qu'on suit évidemment chaque jour parce que ça évolue. Dans un instant, invité exceptionnel du Grand Direct, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Avigdor Lieberman, en pleine campagne électorale. Beaucoup de choses à dire et à lui demander. A tout de suite, restez avec nous. L'identification de Jihad John, le membre de l'État islamique qui a assassiné plusieurs otages occidentaux sur des vidéos macabres. Il s'agit d'un jeune londonien d'origine koweïtienne parti faire le djihad. Tollé jusqu'au sommet de l'État en France après la visite de 4 parlementaires en Syrie où ils ont pu rencontrer Bachar el-Assad. Aucune justification à un tel acte, a notamment déclaré François Hollande. Et puis dans un instant, l'invité exceptionnel du Grand Direct, le ministre israélien des Affaires étrangères Avigdor Lieberman en pleine campagne électorale avec son parti Israël Beitenu. Il est l'invité exceptionnel donc ce soir d'I24 News, le ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman. Bonsoir Monsieur le ministre, merci d'être là. Vous êtes un ministre en campagne électorale puisque évidemment le scrutin approche. Votre parti Israël Beitenu, pour l'instant, si on regarde les sondages, ne décolle pas vraiment. Comment vous expliquez que les sondages actuels ne vous donnent pas une très forte proportion de sièges ?
Je vais vous raconter une histoire. La première fois que je me suis présenté aux élections, c'était en 1999. 2 jours avant les élections, le journal le plus vendu en Israël, en première page, a donné le sondage de Mme Mina Tzemach. Israël Beiteinu ne passe pas le seuil d'éligibilité. Nous avons eu 4 mandats. Et depuis, nous ne faisons que grandir. Je ne suis pas du tout préoccupée de ce qui se fait dans les sondages. Je continue à ma campagne dans toutes les villes d'Israël et je suis sûre que nous serons la grande surprise des élections. Alors justement, puisque cette campagne bat son plein, vous avez décidé de vous intéresser, comme d'autres candidats d'ailleurs, à ces Israéliens francophones, d'ailleurs le plus souvent des nouveaux immigrants qui viennent d'arriver. C'est aujourd'hui, un peu comme à l'époque de l'immigration russophone, un électorat nouveau qu'il faut attraper ? D'abord et avant tout, la question de la Aliyah, de la montée en Israël, est très proche à mon cœur. C'est important pour moi. Dans mon passé, j'ai été un nouvel immigrant moi-même et je connais très bien les difficultés de l'immigration. Et je dois avouer aussi que lorsque nous étions en URSS, sous le rideau de fer, et qu'il y a eu de grosses difficultés, eh bien justement, le soutien des Juifs de France a été extraordinaire. Ça a été les plus grands combattants pour défendre les Juifs d'URSS. Je me souviens des grandes manifestations, du soutien, des lettres, de l'aide des Juifs de France tout au long de cette période. Alors d'abord et avant tout, il faut les remercier pour ce passé-là. Et au-delà de ceci, ce n'est pas par hasard que j'ai été directeur du cabinet de l'immigration lors du dernier gouvernement. Nous avons le ministère de l'intégration et nous faisons tout notre possible pour que ces personnes qui veulent émigrer de France vers Israël, qu'ils soient le mieux accueillis ici possible. Je sais les difficultés de la bureaucratie à l'arrivée, je sais la difficulté des diplômes, des équivalences pour les médecins surtout et les ingénieurs. Tout ce qui concerne la reconnaissance de leurs diplômes ici, nous faisons tout notre possible et je suis sûre qu'en fin de compte, nous surmonterons ces difficultés. Et je connais ça pour l'avoir vécu, ça n'est pas de la théorie pour moi. Alors vous avez été très présent en France à l'époque des attentats qui viennent de se dérouler au mois de janvier et on a vu que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dit aux Juifs de France, il l'a dit ensuite à ceux du Danemark aussi lors d'autres attentats, qu'il fallait venir en Israël, qu'il fallait que c'était leur maison et qu'il ne fallait plus rester en Europe. Est-ce que vous auriez été aussi radical, aussi précis, parce que ça n'a pas plu au gouvernement évidemment de ces pays ? Ça n'est pas ni radical ni extrême. Et je le dis aux Juifs des autres pays où il n'y a pas eu d'attentat. Tant les Juifs du Canada, d'Australie, des États-Unis, émigrés en Israël. Toute l'idée du sionisme, c'est de ramener la majorité du peuple juif en Israël, en terre d'Israël. Nous disons toujours l'an prochain à Jérusalem, et moi je le dis jusqu'aujourd'hui aux Juifs du monde entier, et sans aucun rapport avec les attentats, mais certainement d'autant plus avec l'antisémitisme qui va croissant à travers le monde, tout ce qui concerne le terrorisme, tout ce qui concerne l'assimilation, ceux qui veulent que leurs enfants restent juifs, que leurs petits-enfants soient juifs, ils n'ont pas d'alternative, il faut venir s'installer en Israël. Donc vous comprenez donc la position du Premier ministre israélien, mais vous comprenez aussi que dans ces pays-là, parfois même la communauté juive a pris ça comme une injonction et qu'elle l'a parfois mal reçue, comme au Danemark, où on n'aime pas finalement qu'on nous commande de faire ce qu'on a ou pas envie de faire. Écoutez, je n'ai promis à personne d'être sympathique. Ce que j'ai promis, c'est de défendre l'idéologie sioniste. C'est comme ça que j'ai été éduqué et je continue et le répète et le dis. En Ukraine, à Moscou, j'ai dit la même chose récemment aux Juifs. Venez en Israël, c'est votre foyer, c'est l'État d'Israël qui vous appartient. Si nous réussissons à faire venir ici en Israël encore 3 millions de Juifs, nous aurons terminé tous nos problèmes sécuritaires, économiques. Et avec chaque vague d'immigration, il y a les difficultés, mais en fin de compte, cela influence de manière tellement positive. Cela permet d'améliorer la situation en Israël et nous devons tous
être engagés à cette intégration et à cette immigration. Et il faut faire beaucoup de changements et de réformes. Et j'espère que nous y arriverons pour ce qui est des conversions, pour ce qui est du judaïsme, des mariages, des diplômes et des équivalences. Tout cela doit être réformé et tout le monde en parle. Nous sommes les seuls qui ont essayé et continuent à essayer. J'espère que nous réussirons aussi. Alors si on reste justement sur ce terrain politique et puisque ce sont des thèmes de campagne que vous évoquez, vous vous sentez plus proche de qui aujourd'hui? Parce que finalement on a un peu de mal à savoir si vous êtes prêt à rentrer dans une coalition avec la gauche, si vous êtes toujours avec Netanyahou. Quel est votre camp aujourd'hui? Écoutez, il y a un parti national véritable, unique en Israël, c'est Israël Beiteinu, le seul parti vraiment national. Je tiens à vous rappeler, en 2009, le Likoud a eu 27 mandats, Kadima en a eu 28, nous en avons eu 15 sièges. Et malgré toutes les propositions et tout ce que nous avons eu comme appel du pied de Kadima, et ils étaient prêts à nous donner le double que ce que proposait le Likoud, nous avons suivi le Likoud, nous avons suivi Netanyahou. Aux dernières élections, nous avons été sur une seule et même liste avec le Likoud et nous avons eu 31 sièges et le Likoud en a eu 19. Si je n'avais pas été avec Bibi dans une seule et même liste, il n'aurait pas été Premier ministre. Et je dirais même plus, pour ce qui est d'une position de principe, lorsqu'on a voté le désengagement, tout mon parti Israël Beiteinu a voté contre. Tous les dirigeants du Likoud d'aujourd'hui ont voté pour Netanyahou, Sylvain Shalom, Katz, Livnat, Limor Livnat, Yuval Steinitz, Tzachi Hanegbi, tous ont voté pour le désengagement de Gaza. Bibi a mené toute cette campagne pour la libération de Gilad Shalit. Moi, j'étais contre, parce que je pense que mes positions sont toujours très claires, aussi pour ce qui concerne la dernière opération à Gaza de cet été. Je pense que ça a été mal fait, c'est pour ça qu'on s'est séparés. Je pense que pendant l'opération et après cette opération militaire, ma position est restée la même et elle était très claire. Et donc, s'il y a un parti qui est un parti du camp national qui est de droite, eh bien c'est Israël Beiteinu, mon parti. Mais il faudra quand même aller chercher un allié après, quand il y aura eu le scrutin, il faudra rentrer dans une coalition. Donc on ne sait pas trop, est-ce que vous retournerez avec Bibi ou si l'Union sioniste peut former une coalition avec vous? Écoutez, il y a des principes très clairs, c'est bien clair. La première loi que je présenterai à la prochaine Knesset, c'est la peine de mort pour les terroristes. Nous exigerons que ça fasse partie d'un accord de coalition. Nous exigerons qu'il soit clair. Dans l'accord de coalition, la destruction du Hamas et le pouvoir au Hamas. On ne peut pas tous les 2 ans faire des opérations militaires. C'était la 3e que nous avons vécue cet été. Et donc, la prochaine campagne militaire, la 4e, est inévitable. On ne pose même plus la question. La question est de savoir simplement quand. Et donc, j'espère que nous allons pouvoir imposer l'ordre du jour et nous garderons l'initiative entre nos mains. Et c'est selon nos lignes très claires. Et aussi pour ce qui concerne l'immigration et l'intégration, je veux que l'État d'Israël consacre $1 million par jour à la formation juive à l'étranger, parce qu'il y ait 365 millions de dollars du budget d'Israël. Nous avons 100 milliards de dollars dans le budget d'Israël aujourd'hui. Il n'y a aucune raison, et c'est notre devoir aujourd'hui, d'investir dans l'éducation juive à travers le monde. Ceux qui feront des études dans un cadre d'école juive, qui auront une éducation juive en diaspora, il y a bien plus de chances qu'un jour ou l'autre, ils finissent par immigrer en Israël. Ceux qui ne seront pas éduqués dans le judaïsme seront perdus. Nous avons donc des lignes très claires pour le prochain gouvernement. Ceux qui accepteront nos lignes directrices, nos principes, et y compris la peine de mort pour la destruction du Hamas, eh bien, tout cela sera pris en compte. Je demanderai aussi le portefeuille de la défense. Cela fait partie, bien sûr, des négociations pour la coalition. Je suis sûr, comme je l'ai dit, que je ne pourrai pas être dans une coalition avec Zehava Galon. Et nous sommes pour une coalition nationale, une coalition responsable qui non seulement parle, mais c'est aussi agir. Ce qui manque à notre gouvernement, ce sont des gens qui savent prendre des décisions et trancher. Nous avons besoin de décisions claires et donc j'espère pouvoir apporter dans ce domaine. Quand vous dites on a besoin de gens qui prennent des décisions, vous visez Netanyahou parce que vous ne l'avez pas épargné ces derniers temps, notamment sur l'Iran, puisque vous avez dit il y avait des dirigeants avant qui agissaient et puis il y a ceux qui parlent comme Netanyahou à propos de l'Iran. Vous trouvez qu'il parle trop de l'Iran et qu'il n'agit pas assez ?
Écoutez, je ne voudrais pas maintenant parler de Netanyahou parce que ce n'est pas juste, nous sommes en campagne électorale. Mais mon approche de la vie en général, je le dirais en arabe, if you want to shoot, shoot, don't talk. Si vous voulez tirer, tirez, ne parlez pas et ne nous menez pas en bateau. Quand Begin a décidé de détruire la centrale nucléaire de Saddam Hussein en Irak, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de discussion, ni dans la presse, ni à la Knesset, il n'y a pas eu de fuite. Un beau jour, on s'est levé et on a découvert que la centrale nucléaire de Saddam Hussein était détruite. Eh bien, c'est la même chose selon la presse étrangère, selon la presse française, avec la centrale nucléaire des Syriens. Il faut beaucoup moins parler et beaucoup plus faire. Voilà mon approche. Alors, je ne vais pas vous parler de Netanyahou, mais je vais vous parler des États-Unis, puisqu'il va aller au Congrès la semaine prochaine. Vous n'irez pas à Washington avec lui pour ce discours? Non, je pense qu'il faut apprendre des Américains. Pas seulement parler avec eux, mais il faut aussi apprendre d'eux. Quand les Américains ont décidé qu'ils ne libéreraient pas de terroristes et les détruiraient, ils ont poursuivi Ben Laden. Ils n'ont rien économisé ni en temps, ni en effort, ni en argent, ni en distance, et ils ont fini par le détruire. Eh bien, c'est la même chose dans les années 60, lorsque l'Union soviétique a essayé, avec Khrouchtchev, de menacer les États-Unis par des missiles nucléaires, eh bien, Kennedy était prêt à prendre le risque d'une troisième guerre mondiale, mais n'a absolument pas cédé. Et en fin de compte, il a vaincu. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut mener la politique. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que les Américains, parfois, vont un peu trop loin? On a vu John Kerry dire cette semaine, ceux qui critiquent l'accord avec l'Iran ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer. C'est presque vexant quand même pour Israël, non? Écoutez, les dissensions avec les États-Unis ont toujours existé. Ça a été le cas en 1948, ça a été le cas lors de la guerre de 1956, l'opération Kadesh, ça a été aussi au moment de la destruction du centrale nucléaire de Saddam Hussein. Nous avons eu déjà des différends et je ne pense pas que nous devions, par contre, mettre en exergue dans la presse les dissensions avec les Américains. Il y a des contacts directs, des contacts secrets entre les dirigeants dans des pièces fermées. Je suis en contact permanent avec les États-Unis et je pense qu'il faut faire les choses différemment et de manière respectueuse, loin des projecteurs, loin des micros de la presse. Je voudrais qu'on dise un mot quand même de ce problème dont on parle très peu dans cette campagne, mais qui est pourtant important pour Israël, c'est bien le dossier palestinien. On n'en parle pas beaucoup. Vous avez une solution originale puisque vous proposez des échanges de population. Vous pensez que c'est quelque chose de réaliste qui peut s'appliquer? Écoutez, d'abord et avant tout, j'avoue que la question palestinienne, c'est ce qui m'intéresse le moins. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la question juive. Ce qui m'intéresse, c'est l'État d'Israël, l'État juif, et non pas l'État palestinien. Et le sujet palestinien ne peut que faire partie d'un accord régional général. Le côté bilatéral entre nous et les Palestiniens, cela ne m'intéresse pas. Un accord régional général, eh bien, c'est ce qui est important dans notre conflit à trois dimensions. Et d'abord et avant tout, ce n'est pas un conflit israélo-palestinien, c'est un conflit entre les Juifs et les Arabes. Et cela doit inclure un accord avec les États arabes modérés, comme l'Arabie saoudite, les États du Golfe, le Koweït, des relations diplomatiques pleines et entières, avec un échange d'ambassadeurs, des échanges commerciaux, etc. Cela doit inclure les Arabes israéliens, parce qu'il n'y a aucune raison que ces personnes qui font partie du mouvement islamiste du nord du pays, qui parlent des soldats de Tsahal comme s'ils étaient des terroristes, ou Khanin Zoabi qui a dit que l'enlèvement des 3 jeunes et leur assassinat, ce n'est pas du terrorisme mais un combat légitime. Il n'y a aucune raison que ces gens-là restent citoyens d'Israël, qu'ils aillent s'installer à Gaza, à Ramallah, et qu'ils soient là-bas membres du Parlement, qu'Abou Mazen paye leur assurance sociale, leur droit au chômage, leur allocation chômage, santé, etc. Et donc il faut ici qu'il y ait des échanges de population et de territoire. Il faut régler la question des Arabes israéliens et la question palestinienne fait partie intégrante d'un tel paquet d'accords. Ou un accord, ça ne peut pas être isolé, ça ne peut pas être un sujet isolé. Si cela ne fait pas partie d'un accord en bloc, cela n'a aucun intérêt. Un mot également, parce que vous étiez, et parce que vous êtes concerné par la situation, vous étiez il n'y a pas longtemps en Ukraine et en Russie. Il y a un cessez
cessez-le-feu qui s'est instauré là, qui semble tenir un petit peu. Vous aviez dit que vous pouviez jouer un rôle de médiateur. Est-ce que vous avez effectivement eu un rôle dans ce cessez-le-feu ? Ils n'ont pas besoin de médiateurs. Ils se connaissent très bien mutuellement. Ils n'ont pas besoin d'interprètes et je pense que c'est absurde ce qui se passe. Je pense que la plus grande menace pour le monde, pour nous, pour la France, pour la Russie, l'Ukraine, la menace c'est le terrorisme islamiste extrémiste. Et j'espère qu'ils réussiront à surmonter tous leurs différends. J'espère que le monde libre saura surmonter les difficultés pour vaincre la vraie menace, le terrorisme qui va s'étendant dans le monde entier. Une dernière question avec Victor Lieberman. Vous avez obtenu en Israël de la Cour suprême le droit de diffuser ce journal français satirique Charlie Hebdo que des librairies israéliennes ne voulaient pas distribuer. Vous savez qu'en France, Charlie Hebdo, c'est le symbole de la gauche, même parfois de l'ultra-gauche. Ça vous fait pas bizarre d'être comme ça le défenseur d'un journal qui est en France Mais non, je l'ai dit dès le départ, je n'aime pas Charlie Hebdo. La quantité des caricatures et des choses négatives qu'ils ont publiées sur le judaïsme et sur Israël est bien plus que ce qu'ils n'ont fait sur Mohamed et sur l'islam. Mais en même temps, je me souviens de ce qu'a dit Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je suis prêt à sacrifier ma vie pour que vous puissiez vous exprimer. Eh bien, c'est un principe, c'est le principe de la liberté d'expression et je ne suis certainement pas pour ou je n'aime pas particulièrement Charlie Hebdo et ce qu'il représente, mais en même temps, je pense qu'il est extrêmement important que nous puissions distribuer ce genre de journaux. Charlie Hebdo, il est important que les gens comprennent que la liberté d'expression a une dimension concrète et qu'il ne faut en rien céder aux pressions, aux menaces. Ce qui s'est passé ici, qu'un réseau de magasins, de librairies est cédé aux menaces, c'est terrible. Merci beaucoup Victor Lieberman, ministre des Affaires étrangères. Vous êtes tête de liste donc pour Israël Beitenu en campagne. Je suis le ministre des Affaires étrangères israélien, pas français. Et vous avez bien raison, on le précise, mais cela va de soi. Merci d'avoir été notre invité ce soir, invité exceptionnel. Merci à vous. Le reste de l'actualité à présent est un séminaire chrétien orthodoxe grec situé à Jérusalem-Est qui a fait l'objet d'une tentative d'incendie criminel. C'était la nuit dernière. C'est un acte qui n'est pas encore élucidé par la police, mais vigoureusement condamné par le maire de Jérusalem, Nir Barkat. Des graffitis antichrétiens ont été retrouvés sur place. On ne quitte pas l'univers de la campagne électorale en Israël et on va s'intéresser à cette guerre des images qui continue sur la toile, notamment avec vous, Julien Baloul, bonsoir. Bonjour. Alors, on va s'intéresser justement à la stratégie du Likoud qui, évidemment, veut défendre le discours de Bibi dans quelques jours au Congrès et qui, du coup, cible les États-Unis. Oui, on sait, on est à quelques jours du discours de Benjamin Netanyahou au Congrès qui aura lieu donc le 3 mars, mardi, c'est-à-dire qu'on est à peine à 5 jours. Et il y a de grosses critiques sur ce discours, pas tant sur le fait que Netanyahou veut empêcher l'Iran d'avoir une arme atomique, ça tout le monde est d'accord en Israël, mais la critique c'est qu'il met en danger les relations entre Israël et les États-Unis. Il y a beaucoup de critiques au sein même des Juifs américains. Donc le Likoud veut justifier cette opposition aux États-Unis et dit... En gros, le message que vous allez voir dans cette vidéo, c'est parfois il faut s'opposer aux États-Unis. Et vous allez voir, ils prennent un exemple historique où Israël s'est opposé aux États-Unis et a raison. Regardez cette vidéo du Likoud. 1948, בן גוריון עומד בפני החלטה גורלית, הקמת מדינת ישראל. מזכיר המדינה האמריקני התנגד בתוקף. בן גוריון, בניגוד לעמדת מחלקת המדינה האמריקנית, מכריז על הקמת המדינה. Donc on le voit, là, le Likoud prend carrément une figure de gauche, Ben Gurion, qui est évidemment une personne qui fait l'unanimité en Israël, une personne qui est très appréciée. Il s'inscrit dans le parcours de Ben Gurion, quand même, il faut tout de même prendre ça en considération, c'est la déclaration d'indépendance d'Israël avec le discours de Netanyahou au Congrès. C'est donc au même niveau selon le Likoud, et donc selon le Likoud, parfois, il faut s'opposer aux États-Unis, ça en vaut la peine. Alors, autre stratégie, celle de l'Union sioniste qui a choisi de dévoiler, entre guillemets, le vrai programme du Likoud. Oui, c'est vraiment entre guillemets. On sait que la gauche israélienne fait une campagne qui est très très molle. C'est crédible
critiquée par beaucoup de monde. On estime qu'elle n'est pas assez agressive, on va pas droit au but, il n'y a pas de message. Et la jeune garde du Parti travailliste et de l'Union sioniste, même si en réalité c'est plus le Parti travailliste qui mène la danse, la jeune garde du Parti travailliste en a marre de voir son parti et ses leaders être aussi mous, être aussi malmenés, alors qu'il y a quand même des sondages assez flatteurs pour eux, être assez malmenés, et donc ils prennent les devants. Ils ont créé une vidéo qui est assez virulente, vous allez le voir. On le sait, le Likoud ne présente pas de programme à ces élections, il le revendique, on l'a entendu sur ce plateau, le Likoud dit le programme c'est Netanyahou. C'est Netanyahou, c'est pour lui qu'il faut voter, il n'y a que lui à qui il faut faire confiance. Et donc du coup, les jeunes de l'Union sioniste se sont déguisés avec des t-shirts du Likoud, ils sont allés dans la rue et ils sont allés distribuer le programme du Likoud. Regardez. אתה רוצה לראות את המצע שלנו? בואו תראו את המצע. בבקשה אדוני, תודה רבה לך. אנחנו מציעים אחת לשנתיים מלחמה או בדרום או בצפון, הפתעה עלינו. אנחנו נקצץ קצבאות אדוני, אנחנו נוריד את שכר המינימום. אתה מכיר את התוכנית שלנו לחיסול הדיור הציבורי? ומה עם התוכנית שלנו, אחד מכל 3 ילדים עני, זה לא, אי אפשר לעניין אותך אולי? מצע הליכוד לבחירות הקרובות. קצת יותר יקר, קצת יותר קשה לקנות דירה, לא תצביע לנו? במקום 140 משכורות לקניית דירה, 250. מי שבחר להיות עני, שיהיה עני, למה זה צריך לעלות לי ולך? לא ככה, אדוני? פעם בשנתיים, מלחמה. שמעתם את התוכנית המדינית שלנו לניתוק הקשר עם ארצות הברית? אנחנו רוצים בידוד עולמי. 40 תלמידים בכיתה, בעזרת השם בקדנציה הזאת אנחנו נעלה את זה ל-50 תלמידים בכיתה, שלא יהיו מפונקים. מלחמה כל שנתיים. איפה את רוצה, דרום או צפון? 9 שנים של כלום. נכשלת? הביתה. Voilà, c'est du second degré. C'est du second degré et c'est pas le Likoud qui a fait cette vidéo, on rappelle, c'est la gauche qui l'a fait. Merci Julien Baloul. Je rappelle qu'on aura évidemment une page spéciale élection dans une dizaine de minutes maintenant avec des invités. Dans l'est de l'Ukraine, le retrait des armes lourdes semble avoir effectivement commencé. Ukrainiens et rebelles restent néanmoins sur leur garde, prêts à réagir à toute éventuelle violation par l'autre camp. David Klazewski. Les autorités de Kiev n'ont pas indiqué quelle était la destination de cette longue colonne de véhicules blindés. Seule certitude, ces militaires se sont éloignés de la frontière. L'Ukraine a annoncé le début du retrait de ses armes lourdes de la ligne de front dans l'Est séparatiste. Un retrait planifié dans le cadre du compromis de Minsk. Bien sûr, il y aura la paix. Si vous y croyez, bien sûr. Nous avons nos enfants, ils doivent croire en nous. Donc il y aura la paix. Et je veux envoyer mes meilleures salutations à tous les enfants de notre part à tous. Selon le texte signé le 12 février, Kiev doit éloigner de la zone de guerre ses canons de 100 mm. Une première étape avant que d'autres armes soient retirées sous le contrôle de l'OSCE, l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe. L'armée a toutefois prévenu que le calendrier du retrait pourrait être revu en cas de tentative d'assaut de la part des séparatistes pro-russes. Ce que craignent surtout les Ukrainiens, ce sont ces rebelles qui continueraient à amasser des troupes aux abords de Mariupol, port d'un demi-million d'habitants et cible stratégique. De son côté, Moscou dénonce la volonté de certains Européens de renforcer les sanctions à son encontre. Je pense que tout est très facile à expliquer. Ils essayent de créer une ambiance hystérique pour détourner l'attention de la nécessité de respecter les accords de Minsk. Et derrière ces appels se cache le manque de volonté de ces acteurs, les États-Unis et l'Union européenne, à mettre en œuvre ce qui a été énoncé dans les accords de Minsk le 12 février. En vigueur depuis le 15 février, le cessez-le-feu semble tenir ces derniers jours, après 10 mois de conflits qui ont causé la mort d'au moins 5800 personnes. Et puis en bref, encore attentat en série ce matin au Caire en Égypte. Ce sont des enseignes étrangères, des postes de police qui ont été visés. Il y a un mort. Une alerte au crocodile à présent dans la région de Jérusalem. C'est en fait une ancienne ferme qui accueillait des reptiles et qui vient de cesser son activité. Mais les crocodiles, eux, sont toujours là et le risque de les voir s'échapper par centaines dans la vallée du Jourdain est bien réel. Reportage étonnant, Maël Benoliel. L'endroit a été abandonné par les touristes depuis un moment déjà, mais l'attraction principale de ce parc est, elle, toujours bien là. Et cette attraction, la voilà. 1070 crocodiles coulent ici des jours heureux dans cette ferme abandonnée, située près du village agricole de Fatsael, dans la vallée du Jourdain. Ici, c'était l'entrée du parc d'attractions dans les années 90, la ferme aux crocodiles de Fatsael. Comme Disneyland, cet endroit accueillait des milliers de touristes par mois qui venaient voir les crocodiles. Et ils rentraient par là, dans la gueule du crocodile, avant d'arriver à la réception. Mais avec le temps, cette attraction touristique à succès a perdu sa clientèle
Jusqu'au jour où un agriculteur décide de reprendre l'affaire. Le but, commercialiser la peau très prisée des crocodiles. Il y a quelques années, c'est devenu en fait un élevage de crocodiles à but lucratif pour vendre des peaux jusqu'à il y a encore 2 ans. En 2013, une décision du Parlement israélien contraint l'agriculteur à stopper net son activité. Il y a 2 ans, une loi a été votée au Parlement. Cette loi classe les crocodiles parmi les espèces à protéger. Donc à partir de ce moment-là, l'agriculteur à qui appartient l'élevage a été obligé d'arrêter d'abattre les bêtes pour leur peau. Et donc on se retrouve ici avec 1070 crocodiles sur le dos. Tu vois, cette quantité de crocodiles, eh ben, nous sommes coincés avec eux. Et celui qui s'en occupe, c'est lui, Bassam. À la manière d'un berger avec son troupeau, il veille sur les crocodiles. Simple gardien de la ferme au départ, il a appris au fil des années à apprivoiser la bête sauvage. Exceptionnellement, Bassam nous permet même de le suivre dans l'enclos. Non, c'est l'hiver. Pendant 4 mois, ils ne mangent pas. Ils n'ont pas faim, ne t'inquiète pas. Des crocodiles comme celui-ci, il y en a plus de 1000 dans ce parc d'attractions abandonné. Mais en quelques années, ce lieu touristique est devenu un véritable danger public. 70 d'entre eux se sont échappés il y a 2 ans. Pendant 3 jours, on les a cherchés. Et a priori, ils ont tous été retrouvés. Ils représentent un danger. Imagine qu'un de ces crocodiles parvient jusqu'à la rivière du Jourdain, qu'il y ponde ses œufs et se reproduise. Cela va créer un incident diplomatique international avec la Jordanie. C'est pour ça que l'État d'Israël doit prendre ses responsabilités et les déplacer le plus rapidement possible. D'un lieu qui a fait rêver des milliers d'enfants, il est aujourd'hui le cauchemar des habitants de la vallée du Jourdain. Sauf pour Bassam, appelé dans la région le berger des crocodiles. Voilà, reportage étonnant donc signé Maël Benoliel. On va se retrouver dans un instant pour notre page spéciale élection israélienne, puisqu'on est à plus de 2 semaines maintenant du scrutin. Restez avec nous.